Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alexandre de Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, un épisode rencontre avec, et aujourd'hui on rencontre le Paris Beer Club. Donc je suis là très bien entouré, j'ai même pas assez de micro pour tout le monde, et donc je vais les laisser se présenter. Alors, qui veut débuter ? Alors moi je suis Laurent Sicurel, un des fondateurs de la Fine Mousse, la Robe et la Mousse et la compagnie des boissons vivantes. Et j'ai vécu le début du Paris Beer Club. Enchanté. Donc du coup, ouais, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que là, on est bien accueillis pour l'enregistrement. On est à la Fine Mousse. Dans la cave de la Fine Mousse. Dans une cave avec une magnifique vue sur plein de très très belles bouteilles. Et derrière toi, tu peux pas le voir, mais il y a un joli logo avec marqué « Ce qui se passe dans la cave reste dans la cave ». Je suis désolé, ça va être diffusé par contre. Ça ne restera pas dans la cave. Ouais. Bonjour, moi c'est Marion. Je suis dans l'association depuis 4 ans et depuis 3 ans dans le CA de l'association Paris Beer Club. Et cette année, je m'occupe plus particulièrement de tous les événements qui sont organisés par l'association. Enchanté. Bonjour, Jérémy Guinberto, donc dans l'association depuis quelques années, j'ai plus le chiffre en tête. Et cette année, j'ai surtout travaillé sur la coordination, en gros, du salon qui fera partie du festival, donc au Ground Control. Le grand final, ça. Enfin, je sais pas comment on l'appelle exactement. Le nom a un peu changé, donc c'est sur Paris Beer Festival. Ouais. Et la clôture du Paris Beer Festival au Ground Control. Bonjour, moi c'est Pauline Paramo et je suis responsable bénévole de la communication du Paris Beer Club. Je suis dans l'association depuis 2 ans, à peu près, 2 ans et demi peut-être, et membre du conseil d'administration depuis 1 an. Voilà. Super. Du coup, je propose qu'on enchaîne directement. On va commencer par présenter un peu le Paris Beer Club, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, le Paris Beer Club, c'est une association où le but, c'est, grosso modo, si je dis pas de bêtises, de promouvoir la bière artisanale, les brasseurs et toutes les personnes, on va dire, qui font partie du milieu brassicole, français particulièrement, peut-être francilien même. Oui, Île-de-France. Ouais. Île-de-France particulièrement, ouais. D'accord. Donc ça a été créé, alors j'ai mes notes, je dis pas de bêtises, en 2010. Alors l'association a été créée en 2010. Après, l'activité même du Paris Beer Club, c'est plutôt autour de 2013. D'accord. Et donc du coup, ça se présente comment les événements ou que fait le Paris Beer Club pour la promotion de la bière ? Alors, le Paris Beer Club, c'est en fait la base du Paris Beer Club, quoi. L'événement principal qu'organise le Paris Beer Club, c'est une semaine d'événements. D'accord. Avant, ça avait un autre nom, ça s'appelait la Paris Beer Week. Et ça a été renommé le Paris Beer Festival pour un côté plus festif et un petit nom sympa, quoi. Et c'est basé sur un certain nombre de bars, de restaurants, de caves, de brasseries partenaires qui organisent des événements tout au long de la semaine. D'accord. Et avec un petit festival, un petit salon de clôture sur les 2 derniers jours, quoi. Le dernier jour, les 2 derniers jours suivant les années, mais maintenant depuis 2-3 ans, c'est 2 jours. Okay. Donc là, le Paris Beer Festival qui va avoir lieu bientôt, c'est donc en octobre, si je dis pas de bêtises, du 3 au 11 pour la semaine complète. Ouais, c'est bien ça. Ouais. D'une même voix. Et en fait, le week-end, on appelle ça week-end de clôture. Avant, c'était grand final, maintenant week-end de clôture. Voilà. Faire attention à la... En fait, c'est plus simple, parce que quand on parle de finale, on se comprend entre nous. Ouais. Mais là, des gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont jamais entendu parler de ce festival ou quoi que ce soit, le final, ça pouvait ne pas être assez direct. Donc, on a voulu simplifier tout ça en termes... C'est juste de la communication. D'accord. En dehors du festival, il y a la possibilité pour qui le souhaitent d'adhérer à l'association, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. En fait, à l'origine du Paris Beer Club, c'est quelques professionnels. Donc c'était en 2013, 2012, 2013. Il y avait Yann d'Outland, il y avait Julien Philippe des 3-8, il y avait Claudia du Super Coin. Moi, j'étais aussi parmi le groupe. Il y avait un ancien distributeur qui n'existe plus avec Will. Il y en avait d'autres. On était toute une bande de potes qui avaient différents business dedans. On a voulu créer une semaine dédiée à la bière. Et comme on se connaissait tous,
on a eu l'idée de faire une semaine d'événements. Et donc ça, c'était un peu la genèse, mais en fait, l'assaut qu'on a repris est basé sur des bénévoles et des membres et des adhérents. Et elle a pris le nom Paris Beer Club au fur et à mesure des années, à un moment. Et l'idée, c'est vraiment une bande de gens qui sont fédérés autour de la bière artisanale et dont la passion est de promouvoir la bière artisanale avec les valeurs communes que représente le Paris Beer Club. Ça me fait penser juste une petite question, je suis un petit peu en dehors de ce que j'avais préparé, mais du coup, c'est pour toi, ou pour on va dire le Paris Beer Club de manière générale, c'est quoi la définition de la bière artisanale ? Qu'est-ce qui est artisanal, qu'est-ce qui ne l'est plus ? Très bonne question. On a eu de très très longues soirées en 2013 où toutes les réunions qu'on faisait, c'est-à-dire une fois par mois à peu près, on ne parlait que de ça, de comment définir artisanal, comment définir indépendant. Est-ce que Gallia et Demory, qui étaient à l'époque les bières parisiennes, il y avait Goutte d'Or qui venait de s'ouvrir, il y avait le Frog et machin, et sinon il y avait Gallia et Demory qui étaient là depuis 2010, à peu près 2009. Et est-ce que ce sont des bières artisanales ? Ils brassaient à façon ailleurs. Bon bref, on a passé beaucoup de soirées à discuter de ça. Donc je ne donnerai pas la réponse. Le mieux c'est de venir au club, de discuter avec les gens, de boire des coups et de se faire son idée soi-même, parce que au final, ce qui est sympa, c'est que la plupart des gens du club ont à peu près la même idée de ce que représente artisanal, en fait. Très bien. Donc, une réponse sans réellement répondre. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une opinion, mais... Non, c'est une bonne com pour faire venir des gens. Ah bah oui, non. Ouais. On cherche aussi, en fait, à pas réduire l'association Paris Beer Club à seulement un festival. C'est vraiment toute l'année qui se passe des activités. C'est toute l'année que l'asso est active. Par exemple, l'année dernière, on a tenu un bar pour la Nuit des Relais, qui est organisée par la Fondation des femmes. Et donc, on tenait les bars, en fait, qui servaient à animer un petit peu la soirée. On a également participé à l'inauguration de la Cité Audacieuse, toujours avec la Fondation des femmes, donc qui est un lieu dédié pour l'égalité. Et c'est outre ces gros événements, c'est aussi après des petites soirées festives entre bénévoles, entre adhérents, c'est des activités, c'est vraiment faire vivre les lieux craft, si on peut dire, toute l'année. Si je suis adhérent du Paris Beer Club, qu'est-ce que le Paris Beer Club peut m'apporter et qu'est-ce que je peux apporter aussi au Paris Beer Club ? Alors, on propose des petites réductions dans un peu tous les lieux qui soutiennent l'association, dont la Fine-Mousse, bien évidemment. Donc c'est une bonne manière aussi de pouvoir découvrir des nouveaux lieux. On se dit, là, il y a peut-être des choses à tester. Ce bar-là, il propose une soirée sympa. On répertorie tous les événements de chaque semaine, tous les lundis, dans un post Facebook qui s'appelle le Beer Agenda. Et également après c'est aussi pouvoir rencontrer des gens, un peu discuter de sa passion et puis pouvoir se rassembler et puis bien sûr boire de la bière. C'est important. C'est beaucoup de partage, beaucoup de rencontres et ça permet d'ouvrir des nouvelles zones, horizons. En fait, on a tous notre zone de confort, on le retrouve dans la bière comme on peut le retrouver dans d'autres secteurs et ça nous permet d'un peu de sortir de cette zone de confort. Et après, pour l'autre partie de ta question, qu'est-ce que toi ou de manière générale les personnes peuvent apporter à l'association, c'est des initiatives. Par exemple, cette année, on a un adhérent qui est dans l'association depuis quelques années qui a dit moi j'aimerais lancer le podcast pour le Paris Beer Club. J'allais en parler justement, voilà. Il y a un podcast aussi. Voilà. Donc chacun est libre d'apporter ses idées, de faire vivre l'association en étant bénévole sur les événements, mais en proposant des soirées, c'est des visites à thème, parce que ça nous est arrivé il y a des visites de brasserie actuelles ou même anciennes. On avait été visiter les RS à Ivry, la brasserie Doménil. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut avoir, par la suite on en aura d'autres, on peut avoir des participations aussi. Il y avait pendant plusieurs années des participations à la fête de l'UMA également. Tenir un bar, la fête de la récup. Bon, cette année c'est un peu chamboulé de ce côté-là. Globalement, déjà... Normalement, le Paris Beer Festival est maintenu. À l'heure actuelle, il est maintenu et ça, c'est très important à retenir. Et donc, ça va être un peu autrement. Les événements d'or vont être un peu plus difficiles, comme pour tout le monde. Mais on reviendra en force par la suite. Parce que la force du club, c'est les membres.
pas oublier. Après, il y a d'autres formes d'événements sur lesquels cette année on s'est inscrit. Je pense notamment à des conférences en fait, dans des endroits qui ne sont pas forcément dédiés à la bière. C'est aussi ce qu'on cherche à faire, c'est emmener la bière artisanale là où elle a lieu d'être, mais là où on ne penserait pas forcément à la base à la trouver, à la boire. Et donc cette année, on a fait une conférence, Karim et moi, il y a quelques jours, à la Fondation Good Planet, qui est un lieu super beau, dans le bois de Boulogne, qui est dédié à l'environnement, aux humanismes et aux arts. Et ils faisaient un festival dédié à l'alimentation et à l'agriculture durable. Et donc, ça faisait complètement sens qu'on aille chez eux faire une conférence dégustation, présenter 3 bières produites localement ici. Voilà. Je voulais juste revenir un petit peu quand même sur la composition du Paris Beer Club, parce que, tu l'as évoqué tout à l'heure, ça a débuté avec des professionnels. Au final, maintenant, on voit que, si je dis pas de bêtises, le bureau est quand même représenté. Il y a 12 personnes au total dans le... Alors peut-être pas dans le bureau, mais dans les... C'est le conseil d'administration, tout à fait. J'avais pas le vocabulaire adapté. Et on y retrouve de tout, quoi. Des personnes qui travaillent dans des caves, dans des brasseries, des amateurs, des distributeurs. C'est vraiment important d'avoir un peu tous les avis et tous les horizons, tous les points de vue. Historiquement, on a toujours voulu que le bureau principal, les 3-4 du bureau officiel, soient des non-professionnels. D'accord. Il y a eu une fois ou deux d'exceptions, mais en général, c'était des non-professionnels. Et par contre, on a toujours aussi voulu, pour le côté historique, et je ne sais plus d'ailleurs si dans le dernier c'est encore comme ça, mais qui est une représentation des professionnels qui ont justement un peu fondé ça et qui représentent un peu l'univers de la bière artisanale à Paris, quoi, avec ses corps de métier. Qui ont un représentant au conseil d'administration et qui sont là pour expliquer un peu c'est quoi leur métier et proposer des choses, quoi. Mais la base même de l'asso reste une asso à but non lucratif, organisée par des bénévoles, et sur les 300 membres, la grande majorité sont des particuliers. Oui, parce que là, d'ailleurs, c'est assez frais, là, 300 membres atteints il n'y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises, il y a quelques jours. C'est ça. On est même passé à 302, 303. Je sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter sur l'asso en elle-même, ou est-ce qu'on voulait qu'on passe un peu sur le... Si, il y a un petit point aussi, parce que par rapport à ce que disait Pauline sur le fait de participer aux conférences à des endroits un peu différents d'habitude, l'autre but de l'association, c'est aussi de promouvoir la bière artisanale, de venir vers les gens qui ont toujours une idée un peu tronquée de ce qu'est même la bière, sans parler d'artisanal. Qu'est-ce que la bière? Ils connaissent une petite partie, et ils ont pour souvent un petit blocage. On l'a vu du coup samedi au niveau de la conférence, et on le voit en matière générale au quotidien comme pour tout le monde. Il y a des avis là, même si ça s'améliore depuis pas mal d'années, la bière commence à redorer son blason, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori, et les gens connaissent souvent j'aime pas la bière, mais ils ont goûté une petite infinité des possibilités de la bière, et donc généralement quand on me dit ça à quelqu'un aime quand même l'alcool, je trouve toujours une bière qui lui plaira, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a souvent ce retour des gens qui ne sont pas forcément connaisseurs du milieu de la craft. Ils ont une idée assez stricte de ce que peut être la bière, avec ce qu'ils ont pu boire, avec les bières industrielles qu'on trouve dans les hypermarchés. A raison. Et oui, souvent, quand on peut faire goûter une craft un petit peu plus exotique dans le style ou audacieuse, on peut avoir le retour du c'est pas de la bière. Totalement. Je l'ai encore vécu moi aussi ce week-end, et c'est vrai que c'est important de promouvoir tout ce que peut être la bière. Et justement, je pense que l'association a aussi 2 autres buts en plus de l'artisanal, qui est le côté montrer un peu que la bière artisanale a un côté festif et un côté amical et interconnecté en fait. Et donc c'est le but du club en fait, de créer ça et de créer ce lien. Et je pense que il y a aussi un combat, et là je parle vraiment le terme de combat, assez intéressant qu'on partage tous dans le club. Donc, chacun avec ses points de vue plus ou moins radicaux, mais c'est le combat de l'indépendance des brasseries. Que le club veut défendre et veut surtout faire connaître la notion d'indépendance d'une brasserie. Donc, juste pour résumer rapidement le terme d'indépendance, c'est qu'une brasserie, elle a beau avoir des marques avec des bières super sympas, des IPA et des stouts, etc.
Ce qui est important, c'est de savoir aussi qui les produit et qui décide un peu de la manière qu'elles sont produites. Ouais. Et il y a quelques gros groupes brassicoles qui sont plutôt des énormes groupes financiers en fait, plus que brassicoles, qui rentrent dans le jeu depuis quelques années et qui un peu perturbent un peu cette vision idyllique de toutes les brasseries, on est tous potes et on fait des bières et on s'amuse en rentrant dans un marché qui devient assez lucratif, quoi. Donc ce côté de montrer aux gens que quand on achète une bière au supermarché ou même chez un caviste, bien savoir à qui on l'achète. Et que des brasseries comme Lagunitas ou Gallia ou autres ne sont pas forcément 100% indépendantes. Voilà. En fait, c'est des brasseries qui peuvent avoir des bières qui peuvent sembler craft au premier abord, qui ne le sont pas forcément derrière, alors qui sont peut-être craft. Enfin, je pense plus à Lagunitas dans ce que tu disais, qui est maintenant qui appartient à Heineken, qui 100%. N'est plus produit sur un outil qu'on peut considérer artisanal. Et qui je parle même pas indépendant non plus. Là, on rentre dans les gros débats de définition d'artisanal, définition de craft, etc. Oui, bien sûr. Mais donc, il y aura un peu plus mon opinion personnelle, mais elle peut être bonne en fait. Oui, c'est pas ça. Elle peut être bonne, elle peut être produite de manière même pas forcément si grosse. Gallia, qui a revendu une partie de ses parts à Heineken l'an dernier, c'est pas un très gros appareil de production. Ils sont en train de monter un peu plus gros, mais ce sera pas non plus gigantesque. Et ils gardent toujours une gamme un peu plus. Ils gardent une gamme super intéressante. Craft dans l'esprit. Est-ce qu'on peut appeler craft encore, je sais pas, mais craft, les produits sont de super qualité. Mais c'est vraiment cette notion de cette question politique en fait, de savoir à qui on achète. Est-ce qu'on a envie d'acheter chez eux ou pas? Et plus que l'acheter ou pas l'acheter, c'est en tout cas en être conscient. Comme quand quelqu'un va faire ses courses chez Carrefour ou chez Auchan, il est conscient de chez qui il donne son argent. S'il achète à son épicier du coin, c'est autre chose. Ou un producteur en direct, c'est autre chose. Voilà. Plus une histoire de prise de conscience, vraiment, que de non, c'est pas bien, il faut pas boire de la Lagunitas. Moi, je vais le dire, j'en bois un petit peu, ça m'arrive. Quoi, Lagunitas? Non, mais Gallia. C'est des potes, bon voilà, mais par contre, je ne suis pas à promouvoir leur bière parce que je trouve que le groupe financier Heineken qui est derrière, c'est pas un groupe brassicole, c'est un groupe financier, n'est pas quelqu'un n'est pas une entité que j'ai envie de promouvoir. Ce qui se comprend. Du coup, on passe sur le festival? Non, on peut passer. Ok. Donc là, c'est la 7e édition, si je dis pas. Bon, la première sous le nom du Paris Beer Festival, comme on le disait. Avant, on était sur la Paris Beer Week. Et donc, 7e édition. Alors... Qui veut en parler ? Attends, le jingle, là. Il est où, le jingle ? Donc, du 3 au 11 octobre. Et là, pour le Paris Beer Festival, et plus précisément, on va dire pour une semaine d'événements du 3 au 9 octobre, on a une 50aine de participants professionnels qui vont organiser des festivités dans toute l'île de France pour pouvoir partager leur savoir-faire, pour montrer ce que c'est que la bière artisanale. Il y aura des démonstrations de brassage, il y aura des dégustations, forcément, il y aura des accords mets et bières. Et ça, du coup, ça va couvrir toute la semaine. Et semaine qui sera conclue donc, pour reprendre les termes, par une clôture au Ground Control. Donc, Ground Control, c'est quoi ? C'est des anciens entrepôts en fait, de la SNCF à côté de Gare de Lyon, qui s'est transformé en une sorte de bar, mais aussi différents lieux. En fait, c'est un lieu de culture indépendant et vraiment engagé. Donc c'est vrai qu'on se reconnaît un peu dans ces valeurs-là. Déjà, le premier point, c'est intéressant. Et déjà en place, ils ont une librairie, ils ont des différents bars, pas mal de food trucks, de coffee shop, différentes choses. Et nous, on va s'intégrer en fait au sein de ce complexe. Et on va venir en fait avec une quarantaine de brasseurs, avec 40 brasseurs tout simplement. Donc 26 d'Île-de-France et 14 de France. Cette année, c'est un peu différent par rapport aux autres années. Outre le changement de lieu, niveau juste pour commencer par les brasseurs, c'est que dû à la situation sanitaire actuelle, on a choisi de se recentrer sur de la bière française et notamment d'Île-de-France, qui sont un peu à la base aussi de l'association. Tu me coupes l'herbe sous le pied, c'était exactement la question que j'avais préparée, tu vois. J'allais venir justement sur ces 40 brasseries, dont 26 qui sont des brasseries franciliennes.
Et voilà, tu me coupes la soupe dans le sens où je me demandais si c'était un choix pour promouvoir plus la bière d'Île-de-France, enfin de France de manière générale, mais particulièrement d'Île-de-France, puisqu'on est sur le Paris Beer Club, ou est-ce que le Covid serait un peu dans le jeu? Donc il y a un peu des deux. C'est un peu des deux, et en fait ça a été aussi une opportunité de se recentrer un petit peu et de vraiment faire un événement parisien et un peu d'Île-de-France à la base. Et il y a le deuxième point, par rapport aux autres années, on avait quand même plus de brasseries, mais en fait à l'arrivée c'était peut-être un peu trop en fait. L'année dernière, on avait pas loin entre 70 et 80 brasseries réparties en deux parties. C'est vrai que ce soit les festivaliers ou même les brasseurs, tout le monde ne s'y retrouvait pas. Et il y avait toujours une petite frustration qui restait parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir et à boire. Et à boire, ouais. Et même beaucoup de gens avec qui discuter. Donc c'était aussi la partie de base, même avant le Covid, c'était de réduire un peu ce nombre de brasseries. Donc ça, c'est un peu le premier point. On aura aussi différents partenaires qui seront là. Comme toujours, on aura des différentes conférences sur les 2 jours, dans un aspect un peu dédié sur un peu à part. On a aussi un stand Brassam aussi pour apprendre à comment un peu faire sa propre bière à la maison ou dans sa cave. Il y a plein d'endroits, ou dans sa baignoire tout simplement. Ça, c'est assez à la mode. On n'en a pas encore parlé, mais tu parles du Brassam qui aura donc son stand là-bas. Il y a aussi tout un concours de brassage amateur. Effectivement, il y a aussi un concours de brassage amateur qui est en plein jury actuellement. Donc, on n'a pas d'éléments de réponse. Et je pense que Marion en parlera un peu mieux. Ouais, cette année, sur le concours, on a dépassé le record, on va dire, d'inscription. On est à 103 inscrits et inscrites pour tenter de remporter donc, nos superbes lots qu'on a depuis 2 ans déjà. Et grâce à nos partenaires, on a notamment Grainfather qui nous soutient, on a Fermentis, on a IFBM, on a également Kikex, donc c'est vraiment des acteurs assez importants qui nous soutiennent, et ça aussi c'est aussi important de pouvoir d'être un petit peu reconnu à ce niveau-là. Et oui, donc du coup ça sera les gros lots à gagner, et également pendant toute la durée du festival, mais pas que, déjà dès maintenant. Vous pouvez découvrir donc la Lanterne Rouge qui a été brassée par Andrew, le gagnant de l'an dernier, avec Brasserie de Lettres. Et donc elle est aujourd'hui à découvrir dans des caves chez Biérocratie, à la Caisse de Bière par exemple. Et également la Grande Concombre, la bière officielle du Paris Beer Festival, qui a été brassée avec Grand Paris et qui du coup a été réalisée avec l'équipe organisatrice du concours de brassage amateur. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect brassage, fabrication de la bière qui est aussi important pendant cette semaine. Le concours en lui-même, il se déroule comment? Est-ce qu'il y a un style imposé, ou est-ce qu'on peut brasser ce qu'on veut? Comment est organisé le jury derrière? Alors on peut brasser ce qu'on veut. C'est libre, on n'a jamais imposé de thème spécifique. Cette année, on a un petit peu réorganisé au niveau des dates parce que la situation actuelle mesure exceptionnelle. Et donc là, les derniers échantillons ont été reçus au début du mois de septembre. Et le jury se compose de professionnels et d'amateurs avertis. On a organisé au début de l'année des sessions de dégustation, par exemple à la Ruée vers l'Orge, chez Ma Bière, avec donc nos partenaires Fermentis et IFBM qui sont venus former un jury. Et également donc chez Ma Bière avec Fabien du blog Univers Bière. Donc c'est vraiment des gens qui, on va dire Fabien n'est pas professionnel du milieu, mais il brasse depuis tant d'années. Il a été organisateur des précédentes éditions. Donc c'est vraiment des gens qui s'y connaissent et qui viennent former le jury pour que ce jury puisse être en mesure de pouvoir juger les bières et de pouvoir apporter des indications sur ce qui va pas, ce qui va bien, mais pas être sur le j'aime pas, c'est bon, c'est pas bon, mais pouvoir vraiment donner des pistes d'amélioration, pouvoir vraiment donner un avis concret à la personne qui participe et l'aider après à progresser. Et là, on a une 60aine de personnes dans le jury. Et on connaîtra le vainqueur le 21 septembre.
pendant le week-end de clôture, on aura l'annonce, c'est ça? Voilà, l'annonce se fera pendant le week-end de clôture. Et aussi, j'en profite pour remercier Babab qui nous héberge en fait pour les sessions jury. On revient du coup au festival en lui-même. Donc on parlait du coup de ce qu'on pouvait y trouver des activités. Donc on s'est arrêté à la promotion du brassage amateur. Tout à fait. Alors cette année, de la même manière, en temps normal, on avait pas mal d'animations aussi qui étaient organisées. Covid oblige, ça va être vraiment plus restreint de ce côté-là. Là, on va vraiment se ressentir sur vraiment un moment de partage entre les différentes personnes. Et ce qui est intéressant cette année sur ce lieu-là, hein, on l'avait vu un peu aussi avant les événements récents, c'est l'entrée sera encore libre pour arriver à Ground Control, parce que ça reste quelque chose qui est ouvert à l'extérieur. Et en fait, on rentrera, il y aura la partie où on prendra, on prend notre badge, notre verre à l'entrée, soit on a fait une pré-réservation, mais on va pouvoir rentrer. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on a une partie du public qui ne sera pas vraiment amateur de bière, qui ne sera pas forcément connaisseur, et ça sera aussi le but. Et on va revenir aussi aux racines un peu de l'association, c'est de faire venir du monde en fait dans cet univers-là. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens néophytes. Donc ça, c'est un aspect assez intéressant, et que ce soit au niveau du partage entre les différents festivaliers ou même avec les différents brasseurs. Puis ce sera de la découverte justement pour ces néophytes. Ils vont en prendre plein les papiers. Et dernier point, donc on va avoir quand même des concerts. On a un DJ qui va être là, donc il y aura un peu de côté festif qui sera là. Et après, tout tant que le festif il reste derrière le masque, c'est important. Juste par rapport au festival, en fait, comme cette année, c'est assez spécial. Nous, la thématique de cette année, chaque année, on prend une thématique phare pour le festival. Donc l'année dernière, c'était les femmes, en tout cas la question d'une certaine misogynie ou sexisme qui peut exister par rapport à la bière, à certains préjugés. Cette année, la thématique, c'était justement l'indépendance des acteurs de la scène brassicole. Ça va des microbrasseries aux caves, en passant aussi par les distributeurs et les bars. Et en fait, la situation du Covid n'a fait que renforcer ça, n'a fait que renforcer certaines difficultés et la solidarité qu'on doit à tous ces artisans, à leur savoir-faire. Et donc, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on a décidé cette année d'offrir la participation à toutes les microbrasseries au Grand Contrôle. Donc ça, c'est un geste fort. C'est un geste qui nous a permis d'en avoir 40. Je pense que ça n'aurait pas pu être le cas si on avait dû faire payer la place. Et surtout, c'est un geste qu'on a pu se permettre de faire grâce à Grand Contrôle, avec qui cette année, finalement, on fait une coproduction. Et donc, finalement, quand les gens achètent leur bière, 50% va à Grand Contrôle, 50% aux microbrasseries. Mais voilà, c'est un gros geste. Ça me fait penser à 2 points. Le premier, c'est justement d'évoquer comment fonctionne ce week-end de clôture. Donc, on peut acheter des places en pré-achat ou sur place, j'imagine. Voilà, on va avoir des places en pré-achat en ligne. Ça a été lancé cette semaine. Samedi, donc le week-end dernier. Donc, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places en ligne. Deuxième partie, il y aura quand même la possibilité de prendre sur place, parce que ce sera un peu dommage de ne pas pouvoir le faire, sachant qu'on va avoir des personnes totalement néophytes et qui ne vont pas venir pour le festival. D'ailleurs, par rapport aux autres années qu'on était au 104, là on avait vraiment que des personnes qui venaient pour le festival. Donc ça, j'insiste sur cette nouveauté. Donc ça, c'est le fonctionnement global. Vous recevrez donc un verre, un pass pour la journée, et après on prend son verre et son accès, on va dire, au festival. Tout à fait. Après, on va payer directement aux différents brasseurs. Et donc, le système cette année, pareil, on va changer un peu. Les autres années, pour ceux qui sont déjà venus, on avait un système de jetons. Donc là, c'est aussi des nouveautés liées aussi aux règles sanitaires. C'est qu'on se disait qu'échanger des jetons, ça allait être un peu compliqué. Donc, on va passer sur un système un peu partenariat avec LivePay, comme on peut voir dans beaucoup de festivals de musique. Donc au niveau cashless, il suffira de télécharger l'application sur son portable. En parallèle de ça, pour ceux qui n'ont pas forcément de smartphone, donc en plus peut-être encore des 3310 ou des choses dures, c'est un peu increvable. Donc Et il y aura possibilité d'avoir une carte vraiment limitée sur place pour charger, mais vraiment l'essentiel, parce que
que prendre une carte comme ça, ce qui sera unique à l'événement, ça reste encore du déchet et jetable. Donc on va vraiment préconiser l'utilisation du portable, tout simplement. L'avantage, c'est que LivePay peuvent être connectés donc directement par carte, donc pas besoin forcément de le charger, parce que je sais que j'ai des retours des gens qui avaient peur là-dessus. Et moi, à titre personnel, pour l'utiliser énormément en festival, l'avantage, le seul problème qu'on avait en festival de musique, c'était des fois les connexions internet pour pouvoir charger. Là, on sera beaucoup plus réduit, on sera vraiment dans Paris au niveau de ground control. Donc là-dessus, on n'aura pas trop de problème de connexion. Et par rapport à l'AFP aussi, petit avantage, j'ai du mal avec mes liaisons ce soir, c'est qu'ils viennent de mettre en place un code promo, donc PBF 2020. J'en profite pour faire cette petite communication parce qu'en fait ça offre à chaque personne 3 €, et 3 €, c'est une bière spéciale au festival ou 3 bières plus simples, mais voilà, donc c'est toujours un petit bonus, donc n'hésitez pas à télécharger l'application et à rentrer ce code avant de payer, voilà. Parce que pour rebondir, les bières partiront à prix de 1 € au niveau du galopin, jusqu'à environ 35 € le galopin environ. Non, c'est une bêtise, mais quoique ça pourrait être possible avec certains, mais pas en France. Ouais. Et du coup, moi, je voulais revenir aussi sur un autre point. Du coup, la crise sanitaire, le Covid, qui a impacté pas mal de microbrasseries. Moi, je l'avais déjà évoqué dans un podcast il y a très longtemps, parce que c'était au tout début du confinement. J'avais pu parler, échanger avec un caviste et un brasseur qui, du coup, à cette période-là, était quand même un peu inquiet parce qu'on ne savait pas où on allait. Maintenant, on a un petit peu progressé. On est 4 mois, ou c'est même plus que ça, 6 mois quasiment après le début du confinement et cet épisode-là. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de ces acteurs du milieu, cavistes, brasseurs Côté bar, Laurent, je te laisse en parler. Et puis côté marché général, j'ai peut-être quelques informations que je pourrais donner, mais voilà. Je pense que de toute façon, toutes les entreprises encore sont encore un peu sous le choc. On ne sait pas encore trop où est-ce qu'on va. On en est vraiment qu'au début de l'analyse de ce qui s'est passé, que ce soit pour une brasserie ou pour un bar ou un caviste. Donc, certains cavistes ont plutôt bien marché, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce que pendant le confinement, je veux dire. Les brasseries, ça dépendait beaucoup. S'ils étaient très dépendants des bars, ils ont une très très grosse chute. Ceux qui étaient placés en GMS, en supermarché, s'en sont plutôt bien sortis parce qu'il y a une forte augmentation. Donc ça dépend beaucoup aussi de la brasserie. En tout cas, la consommation globale de bière, que ce soit dans les bars, que ce soit pour les brasseries, est quand même en baisse. Il ne faut pas se le cacher. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc pour le futur, je pense que personne ne peut le prédire. Hein. Pour l'instant, on fait tous face aux événements et puis certains plus optimistes que d'autres. Et puis, En fait, sur la période de confinement, ça a été assez compliqué pour la plupart des microbrasseries. Selon les chiffres de Brasseurs de France, ça reste les chiffres de Brasseurs de France, mais quand même, ce serait près de 80% du chiffre d'affaires. On parle de pertes pour la plupart des microbrasseries françaises. Donc c'est énorme. En effet, comme disait Laurent, par rapport aux caves, il y a eu un recentrage sur le local, les gens allant près de chez eux, logique. Et puis, je pense, ayant envie aussi de soutenir ce qui se passait, il y a eu j'ai eu l'impression que pendant le confinement, il y a eu un vrai retour au local, un vrai soutien. Suite au confinement, une explosion, voire surconsommation. Les bars ont pu réouvrir, heureusement. Les gens étaient contents de faire la fête et de sortir. Et puis c'était l'été. Donc explosion, surconsommation. Ça a permis de rattraper pour certains. Toutefois, le mois d'août et là, les dernières semaines montrent qu'en effet, ça ralentit. Ça pose de nombreuses questions sur les modèles de distribution, sur... Est-ce qu'on distribue en GMS? Est-ce qu'on vend directement aux clients quand on est une microbrasserie? Enfin, ça reste des hypothèses, j'ai pas de réponse et on va voir ce que les prochains mois vont nous dire par rapport à la situation et par rapport à tout ça, mais sans doute que certaines choses vont changer. Ouais. Donc du coup, d'où aussi un peu l'importance pour une association comme le Paris Beer Club et un événement comme le Paris Beer Festival de s'adresser à un public un peu plus généraliste et de lui faire prendre un peu plus conscience de ce qu'est ce milieu et de comment on peut l'aider.
C'est ça, ils ont déjà eu en fait, pour reprendre Pauline, mais vraiment sur tous les secteurs, de voir plus local. Donc si on leur propose aussi montrer qu'à côté de chez eux, ils ont des brasseries, ils ont des brasseurs qui font de la bière locale, je pense que ça peut être plus facilement recevable que peut-être il y a 1 an ou 2 ans en arrière, quoi. Donc là, ce fait de se trouver à Ground Control, ça peut peut-être aussi aider. Et si on peut avoir un bon tiers de personnes comme ça qui viennent un peu et qui rentrent, ça peut être que bénéfique. D'ailleurs, le Ground Control, c'est la première année à cet endroit-là. Il y a eu un changement volontaire. C'est une volonté vraiment d'aller au Ground Control, d'avoir peut-être un espace un peu plus assez vivant, on va dire, et festif. Bon, on a changé tous les 2 ans à peu près. Hein. D'accord. La première édition, c'est au Café A, vers Gare de l'Est. Après, il y a eu 2 ans à la Bellevilloise. 3 ans à Bellevilloise, 2 ans au 104. Et donc cette année au Ground Control. Avec, oui, il y avait quelque chose qui motivait, c'est qu'au 104, c'était quand même très compliqué d'organiser parce que c'était une location pure, donc qui est très 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 cher pour 2 jours, plus toute la logistique à gérer derrière pour une asso qui est composée que de bénévoles. Donc c'était un budget de, si je ne me trompe pas, dans les 50 000 euros, 40 000 euros, juste pour 2 jours de festival, à gérer par des bénévoles. Il faut même se rendre compte un peu de... Et donc le partenariat avec Ground Control, je pense que c'était une des motivations, c'était ça. C'est d'un côté, il y avait cette facilité de gestion, et de l'autre côté, il y avait atteindre des gens qu'on pourrait peut-être pas atteindre, et pouvoir initier des gens qui n'ont jamais vraiment bu de la bière craft, ou alors qui comprennent pas la bière craft comme nous on la comprend, donc pouvoir un peu communiquer là-dessus. Niveau de l'organisation de la semaine en elle-même, qu'est-ce qu'on pourra faire de beau comme type d'événement ? Alors, comme type d'événement, donc on va avoir des démonstrations de brassage chez WAP par exemple. Donc brassin public, tout le monde pourra un petit peu voir comment on brasse une bière. On va avoir des food pairing avec par exemple à la Fimousse avec Ramen Thé Dresch. Donc il y aura... Pour resituer un petit peu, Ramen Thé Dresch fabrique des nouilles à base de dresch, donc la céréale qui sert à produire de la bière. Une fois qu'elle a produit cette bière, on peut réutiliser cette matière dans l'alimentation quotidienne par exemple, et donc là ça sera aussi une petite découverte pour les gens, qu'est-ce que c'est que la dresch et c'est quoi cette matière issue de la bière, et puis voilà, c'est autre aspect découverte. Après on va également avoir des visites de brasserie, donc vraiment pouvoir découvrir des lieux de vie et pas seulement un lieu de production. On va également avoir des événements sportifs, et que le Mikkeller Running Club qui organise chaque année une course dans Paris, avec bien sûr des rafraîchissements à la fin. Et puis voilà, dans on va dire des soirées festives, mais avec aussi des thèmes. Par exemple, on va avoir des jeux vidéo, des soirées rétro gaming, on va avoir aussi des brasseurs qui vont venir dans un bar présenter un petit peu toute la diversité de leur bière, et qui sont présents pendant cette soirée. Et donc on appelle ça des soirées TTO. Et donc voilà, c'est l'occasion aussi de venir discuter avec les gens qui font la bière, et pouvoir discuter et boire un coup. Et là, tout le programme, on peut le retrouver du coup sur le site du festival ? Oui. Également pour les microbrasseries présentes au week-end de clôture. C'est un rythme de communication qui dit ça. On peut les retrouver bien entendu sur parisbeerfestival.fr. J'en profite parce que là on a Laurent en face de nous. Laurent, tu prépares quoi pour la semaine ? Alors, tout n'est pas encore publié, mais ça va arriver. En fait, on a 2 soirées mythiques à la Fine-Mousse qu'on n'a pas pu faire cette année à cause des événements, et donc on va la faire pendant le Paris Beer Festival, à savoir la soirée pétrole, qui est une soirée dédiée aux Imperial Stout, aux bières fortes, qui fait des bières noires très fortes. Et du coup, on va la faire pendant le Paris Beer Festival. Donc imaginez-vous sur les 20 bières pression qu'il y a du côté bar, il y en aura 15 qui seront dédiées aux bières noires plus fortes que 9% d'alcool. Donc ça va être assez sympa. C'est quoi de joyeux en plus ? Ouais, en général on finit. Ouais.
Et l'autre soirée qu'on a lancée il y a 2 ans, je pense, 1 ou 2 ans, c'est la Sour Power, qui est un peu le même principe sur les bières acides. 15 bières acides, donc des bières acides légères ou des bières acides de malade avec des vieillissements en fût et il y aura peut-être une petite surprise sur la journée en plus parce que du coup maintenant avec la jolie terrasse qu'on a devant le bar et le restaurant, on pourra peut-être avoir un petit stand, on va voir. Ok, j'attends de voir. Et sinon on est en train de préparer aussi des choses pour la Robe et la Mousse, notre autre bar dans le 6e. Et pour le restaurant, ça va être des brunchs avec ramen tedresh, donc les samedis dimanches, et un dîner mets et bière tout au cochon. Donc ça sera Victor Leclerc, notre chef, qui va préparer le dîner, et notre sommelière a sélectionné avec les gars de chez Piggy Brewing Company des bières qui vont aller avec le repas. Donc le repas sera entièrement du cochon, même au dessert, et les bières seront de chez Piggy Brewing Company. Ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. Et, je reviens au week-end de clôture. Donc là, on avait dit 40 brasseries. Je m'étais récupéré la liste pour voir un peu tout ce qu'il y avait. Et on a un peu de toutes les échelles dans la brasserie artisanale française. Notamment Piggy qui sera là. Dans les grands noms, je vois qu'il y a aussi du Popin, par exemple. Et à côté de ça, on peut retrouver des brasseries beaucoup plus modestes. J'avais vu, par exemple, qu'il y avait Bonjour Brasserie qui brasse dans une cave sur des petites cuves. Voilà. Il y a une volonté d'avoir on va dire une offre assez hétéroclite de brasseurs et de bières. C'est ça, et qui dit local, je dis aussi toute taille, en fait, globalement. On essaie de promouvoir des brasseurs. Donc, on parlait d'indépendants, mais il faut aussi les aider à grandir. Hein. C'est que faut commencer à un moment, et donc c'est bien d'aider à promouvoir. Donc c'est un show aussi. Par exemple, on a aussi dans les participants Mushroom et Brew Unique, qui sont des ateliers de brassage, mais qui aussi produisent du coup à très petite échelle, puisque ce sont des ateliers, mais ils participent depuis... c'est pas leur première participation, et puis on les considère quand même comme des brasseries. C'est ça, ça a été fait aussi dans le passé. Hein. Il y avait même la première année au 104, il y a 3 ou 4 ans, où il y avait tout un espace vraiment avec les personnes qui se lançaient, les brasseurs qui se lançaient, vraiment tout jeunes. Donc là, maintenant, c'est un peu plus mélangé, mais c'est quelque chose qui, année après année, est existant, quoi. Et on veut continuer sur cette lancée-là. Et on me rappelle dans mon oreillette aussi qu'on aura aussi un stand un peu plus spécial avec Wakaze qui est du saké fait à Paris. Donc, du saké fait à Paris, mais si je dis pas de bêtises, par je sais pas comment on appelle ça pour le saké, par un brasseur, mais qui est d'origine japonaise, non ? C'est ça, les fondateurs sont japonais. Ils ont ouvert un brew pub, donc qui brasse que du saké au Japon. Et c'est leur première brasserie qui fait que de la production, qu'ils ont ouverte à Antony, à côté de Paris, et qui s'ancre dans un peu la culture de production de saké traditionnel japonais. Donc ils utilisent que des produits français. Du riz de Camargue, si je dis pas de bêtises. Du riz de Camargue. Ouais. Donc les levures, ils n'ont pas eu l'autorisation d'utiliser les levures de saké japonaises, qui sont protégées en fait. Ils ont en théorie pas le droit d'être exportés. Donc ils utilisent quelques levures de vin. Et ils utilisent ces petits champignons qui servent à remplacer le processus de maltage, ça pour le coup qui viennent de là-bas. Donc le nom m'échappe, les koiji, un truc comme ça. Le nom m'échappe, mais en gros c'est le saké en fait c'est une bière de riz, parce que le riz est une céréale, la bière c'est de la fermentation de la céréale, pas que de l'orge, surtout de l'orge en général. Mais ça peut être n'importe quelle céréale. Donc par définition, le saké, on appelle ça souvent vin de riz, mais c'est plutôt une bière de riz, sans bulle. C'est que de la fermentation, il n'y a pas de distillation. On n'est pas sur un alcool de riz qu'on peut boire dans les restaurants chinois avec une demoiselle au fond du verre. Non, on n'est pas là-dessus. C'est une fermentation, ça tire autour de 15 degrés d'alcool. Et la grosse différence entre le riz et d'autres céréales, c'est que le riz ne peut pas se malter. Donc qu'est-ce que le maltage ? Le maltage, en fait, c'est un procédé de transformation de la céréale où on va faire apparaître des enzymes qui vont être importantes
pendant le processus de brassage, et ces enzymes-là vont casser les sucres complexes en sucre simple pour que justement ce sucre puisse être fermenté. Et donc dans le riz, on ne peut pas créer ce processus de maltage, et donc on rajoute ces petits champignons qui vont faire la même chose que ferait le maltage, quoi. Et donc là, on peut les trouver en pression déjà, à la fine mousse en ce moment. Alors, nous, on a fait un petit événement avec eux, parce qu'on a fait un petit batch avec eux. Et sinon, c'est surtout en bouteille. D'accord. Ils peuvent se retrouver un peu en pression à droite à gauche. Mais sinon, vous pouvez commander sur leur site directement ou chez quelques cavistes. Venir les découvrir, du coup, pendant le Paris Beer Festival. Exactement. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur le festival en lui-même. Qu'est-ce que vous avez hâte de découvrir au festival ? Un petit tour de table. C'est une question compliquée. Enfin, moi, je cherche surtout des surprises, des nouvelles découvertes et toujours rencontrer des nouvelles personnes, échanger. Et que quelqu'un va me dire tiens, t'as pas goûté celle-ci là-bas, elle est pas mal, toute nouveauté, et que je me laisse tenter par la suite. J'ai remarqué que c'était souvent comme ça en festival. À chaque fois que je vais en festival, j'ai toujours une petite idée de ce que je veux goûter. Et au fur et à mesure qu'on parle avec les gens, on nous oriente vers des choix qu'on n'aurait pas forcément fait et qui sont toujours des belles découvertes. C'est exactement ça, et c'est pour ça que moi je me fais plus de listing, hein. Je me laisse porter. Bon, faut toujours trouver vraiment le démarrage, mais je pense que faut, comme beaucoup, faut vraiment aller des choses que vous avez. Enfin, moi j'aime bien aller vers quelque chose que je connais pas déjà au préalable, et après bien sûr quand j'ai une petite déception, je vais prendre une valeur sûre pour me réconforter, quoi. D'autres personnes veulent partager leur... Moi, c'est... en général, j'arrive pas à vraiment goûter de bière dans les festivals. Je discute avec trop de gens. Donc, c'est vraiment aller rencontrer des potes et aller revoir des gens. un peu la bouche quand on parle. On s'hydrate, forcément. Ouais. En général, beaucoup des gens sont quand même aussi des brasseurs. Du coup, on se retrouve facilement avec un verre à la main. Non, c'est vrai que c'est pas évident. En général, c'est vrai que comme disait Jérémy, j'ai une idée un peu préconçue de ce que j'ai envie de... En fait, je vais vers là où je connais. J'arrive pas à parler. C'est compliqué. Mais en fait, c'est vrai que c'est intéressant de voir d'un stand à un autre, il y a quelqu'un qui nous sourit. En fait, je trouve que ça marche vraiment à l'humain. Et en fait, ce que j'ai hâte, c'est rencontrer des microbrasseries que je connais pas encore. Rencontrer les gens, parler avec eux, qui me fassent découvrir un produit spécial, parce qu'en général, il y a quand même des choses bien travaillées qui sont faites et qui sont présentées au festival, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà. Et puis aussi, il y aura plein de conférences, donc pourquoi pas se laisser tenter par une conférence ou deux. Les conférences, ça va être donc tout au long du j'ai le grand final qui va venir maintenant. du week-end de clôture. Sur les 2 jours. Et du coup, niveau type de conférence, on peut s'attendre à quoi ? Bon, alors on va commencer par une conférence très spéciale qui est la conférence tant attendue de notre cher Simon de la microbrasserie Ammonite. Il n'y a pas un épisode du podcast sans qu'on parle de Simon. C'est incroyable. Voilà. Et on aura une conférence avec lui. En fait, il y a une production qui pour l'instant ne permet pas de présenter ces bières au festival. En revanche, il va venir avec des magnums en série ultra limitée. Donc ce sera une conférence dégustée avec Simon et pour présenter les bières et son travail en fait des bières affinées dans des fûts de vin, qui est un travail très spécial et excellent. Et Simon est d'une modestie incroyable à chaque fois. Quand on lui a dit que c'était complet en 2 heures, il ne comprenait pas. Alors que tout ce qui sort est vendu en 2 heures en général. Ouais. C'est ça. Pour les gens qui ne peuvent pas se rendre au Paris Beer Festival, donc au grand final, ou ne pas aller à cette conférence de Simon, et malheureusement donc ne pas goûter ses bières, on peut toujours réécouter le premier épisode du podcast qui était donc avec Simon. On réfléchit aussi, alors je lance une bouteille, mais peut-être qu'on fera un live de cette conférence, donc on ne pourra pas goûter, mais on pourra peut-être imaginer ce que c'est et se procurer une bouteille. Puis on aura d'autres... Puis on a d'autres conférences de prévues, une dédiée, enfin il y en a vraiment beaucoup, hein, mais une dédiée justement comment les brasseries peuvent s'associer, ou la forme associative ou de coop des brasseries. On aura des conférences également de certains partenaires pour présenter certains produits et tout ce qu'on peut faire avec, notamment le houblon.
voilà. Sur le week-end de clôture, on aura également 3 artistes qui vont présenter leur œuvre qui tourne autour de la bière. Donc il y a MZL qui était déjà là l'an dernier. On a Herman et on a également Tank Artwork qui fait plein de petits détournements de bandes dessinées et puis qui l'adapte, ou de jeux vidéo et qui l'adapte au milieu de la bière. Et on aura également donc, un stand de Dresch avec Ramen Thé Dresch. C'est super complet et tout tourne autour du milieu de la bière, voilà. Mais pas que à boire du coup. Voilà. Super. Moi, j'arrive un peu à court. Je sais pas si j'ai déjà fait le tour du sujet sur le festival. Peut-être que vous avez des choses à rajouter. Le festival, la sauce ou quoi que vous vouliez. Oui, alors attends, je prends juste une petite note. Moi, je dirais adhérer à l'assaut. Rejoignez-nous. On est gentils. De quoi ? On est gentils. Voilà, non, et puis c'est une belle structure qui permet de faire plein de projets en fait. Donc si vous avez un petit intérêt pour la bière artisanale, vous voulez la découvrir, ou vous avez un gros intérêt, vous êtes un gros passionné, le fait d'adhérer à l'assaut, c'est pas juste les promotions à droite à gauche, c'est vraiment avoir une structure qui vous permet de réaliser des choses, quoi. Vous avez envie de faire un petit projet, vous avez des gens autour, il y a une structure juridique qui permet de faire les choses, quoi. Donc c'est très important de se fédérer autour de quelque chose, et le Paris Beer Club aide bien à ça, quoi. Si on veut adhérer à la sauce, ça se passe comment on fait ? On va où ? Combien ça coûte ? Il suffit d'aller voir sur le site du festival, sur Facebook, et ça, vous allez retrouver un lien pour adhérer chez l'OASO, et c'est 15 € pour adhérer. Simplement. Vous pouvez aussi rajouter un petit plus si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais on adhère pour 15 €. Et cette année, les années précédentes, c'était de septembre à septembre, si je ne me trompe pas. Et pareil, vu la situation et que le festival qui est repoussé en octobre, cette année, ça va jusqu'à la fin de l'année en décembre, et ça reprendra de janvier à décembre par la suite. Et on est toujours à la recherche de nouvelles personnes, aussi bien en tant qu'adhérents, mais aussi membres actifs. Parce que c'est... Donc, à part Laurent qui est pro, mais Pauline, Jérémy et moi, on est bénévoles. On fait ça sur notre temps libre, c'est une passion. On est très heureux de participer à tout ce projet. Mais après, oui, c'est pas parce qu'il y a déjà des gens en place que de nouvelles personnes ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas venir avec leurs idées et leur envie de faire des choses. Et dernière petite chose, si jamais vous avez soif à la fin de cet épisode, ça tombe bien parce que vous pouvez trouver les 2 bières du festival, donc la Grande Concombre et puis la Lanterne Rouge dans plusieurs caves et bars de Paris. Donc n'hésitez pas à vous en procurer. La Grande Concombre pour un rafraîchissement et puis la Lanterne Rouge plus qui se mariera très bien avec un poisson fumé par exemple. Et pour la Lanterne Rouge, donc là on a une première édition donc, de la bière gagnante, mais on a eu des petites surprises avec une partie de la bière qui est en train de vieillir en fût. Donc voilà, ce sera à découvrir un petit peu plus tard. De Bourgogne. De Bourgogne, Pinot Noir. Parce que si je ne me trompe pas, la bière gagnante avait été vieillie en fait, oui, à la base. Avec des copeaux. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui revient tous les ans, la bière gagnante qui va être brassée, on va dire, à grande échelle. Ouais. Parce que moi, j'ai la mémoire de la précédente. L'édition précédente, c'était... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Parce que la Baltic Porter de Yann de la caisse de bière. Oui, exactement. Qui a elle-même été aussi vieillie chez O'Clock. Donc il avait vieilli, doit être encore disponible un peu dans différentes caves. L'original, je pense, c'est en rupture, mais excellent souvenir. Ouais. J'en ai un très bon souvenir aussi, il doit m'en rester. Mais... Et donc ça fait, je reviens juste donc un peu sur le concours, en fait ça fait partie des lots en gros, c'est pour le gagnant du concours. C'est le premier, le grand vainqueur réalise sa bière à grande échelle et après peut vivre l'expérience de brasser sa bière comme un pro avec un brasseur professionnel et puis voir comment on adapte sa recette de 20 litres à beaucoup plus. Oui, à beaucoup d'hectolitres. ça se fait dans une brasserie partenaire du coup du club. Une brasserie participante. Là, c'était Lettres qui s'était proposé en disant nous on est chaud, on accueille Andrew et puis voilà quoi. La fois précédente c'était chez O'Clock parce que Yann avait déjà des connaissances, des accroches avec cette brasserie, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Super.
Donc c'est bon, il n'y avait rien d'autre dans les notes. Je crois qu'on a tout épuisé. Et ben voilà, on arrive sur 55 minutes. On est plutôt bien. Très bien, merci. Merci à vous pour l'accueil. Merci à la Fine Mousse aussi pour l'accueil et cette superbe cave. Plein de choses qui font envie là derrière la vitre. Et du coup, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bien sûr, n'hésitez pas déjà aller suivre les réseaux sociaux du Paris Beer Festival, à aller au Paris Beer Festival, découvrir plein de bières, de bonnes brasseries ou d'acteurs du monde brassicole. Et pour ceux qui suivent le podcast, vous pouvez vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast qui existent quasiment. On se retrouvera bientôt pour un prochain épisode. Et j'espère, parce que là c'est vrai qu'en ce moment c'était un petit peu compliqué, il y avait les vacances. Hein, et on va revenir avec un rythme plus actif. Allez. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.